Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera une brève introduction au pipeline de build dans un environnement avec des containers. Alors, quand on va travailler avec des clusters Kubernetes ou d'autres environnements qui vont utiliser des containers, il faut savoir qu'il va falloir industrialiser la création de ces images de containers et également industrialiser le déploiement de ces images. Pourquoi? Simplement parce que les images sont basées, une image de container est basée sur plusieurs couches, et dont une couche qui est liée à la distribution ou l'operating system. Tout ça évolue en permanence, tout ça a besoin d'être patché ou d'être corrigé, et généralement on est plutôt dans un monde immutable, dans le sens où effectivement on ne va pas aller se connecter sur des containers en cours d'exécution pour aller leur lancer une mise à jour, on va plutôt rebuilder une nouvelle image du container et la redéployer. Donc pour cela, il va falloir du coup, comme ça bouge souvent, on ne va pas le faire manuellement, on va laisser des systèmes automatiques gérer tout ça. Et l'objectif justement, effectivement, c'est de décrire dans cette vidéo les grandes étapes que vous pourriez avoir sur une solution de pipeline, quelle qu'elle soit. Je m'appuierai probablement sur des exemples de GitHub Action ou de Azure DevOps, mais on peut imaginer ça dans n'importe quelle solution de pipeline. Donc, ce que je vais expliquer dans cette vidéo, finalement, ce sont les grandes étapes. Les grandes étapes, et ensuite vous allez les matérialiser dans votre solution, et donc le décrire dans le langage associé à la solution de pipeline. Si on est dans le monde Azure DevOps ou dans le monde de GitHub Action, ou des workflows GitHub pour être plus précis, la description de ce workflow se fera par différents blocs de code YAML. Là encore, après, il y a des solutions qui vont utiliser d'autres langages ou peut-être même des interfaces graphiques. Dans tous les cas, le démarrage de ce pipeline de construction d'un container avec votre application qui sera ensuite déployée, tout pipeline va toujours commencer généralement, ou va être déclenché pour être plus précis, souvent par un commit de code dans un repo Git. Alors commit de code vraiment au sens large, on pourrait dire commit de code, puis demande de pull request, validation de la demande et ensuite déclenchement du pipeline. Donc on va dire que le pipeline, on a changé quelque chose dans son code, dans un repo de type Git. La première, généralement, la première opération que va faire, qui va être fait dans le pipeline, va être de faire un checkout du repo. Donc en l'occurrence, de récupérer en fait le repo au niveau de ce qu'on appelle le runner ou l'agent de la solution de DevOps. Donc ce sera l'agent en fait qui va exécuter les différentes séquences qu'on va voir là, qui sont séquentielles, et qui vont donc du coup constituer le pipeline. Donc ces agents qui sont simplement des systèmes d'exploitation ou des containers qui font tourner les différentes séquences à produire, ça peut être des agents qui sont hostés par les plateformes de pipeline CI/CD. Donc ça pourrait être par exemple des agents Azure DevOps, Microsoft, hostés chez Microsoft. Ça pourrait être des runners GitHub qui sont, alors, pour le coup, également hostés dans Azure. Ça peut être des self-hosted agents, c'est-à-dire des machines virtuelles ou des containers que vous hébergez dans votre infrastructure pour faire tourner vos pipelines. Les solutions sont assez larges, mais globalement, un pipeline de build va toujours commencer par le checkout, la récupération du repo. Donc il est de bon ton ensuite, quand on va avoir du code, quel qu'il soit, mais là ici pour l'instant on est plutôt sur du code applicatif, de faire une analyse du code. Donc on va parler de lint, on va parler de static code analysis. Et l'idée effectivement c'est d'analyser le code pour vérifier déjà qu'il est propre, qu'il ne contient pas des choses sensibles, ça c'est important. Et donc pour cela, il existe plein de solutions. Alors après, on peut être très générique et on peut aller voir effectivement des gens dont c'est le métier effectivement de proposer des solutions de type analyse de code statique. Alors moi, je recommande d'aller voir le WASP si vous êtes dans la partie on va dire dans la partie web. Généralement, on parle beaucoup d'applications web ces temps-ci. Et le WASP, effectivement, c'est une fondation qui a pour objectif, effectivement, de vous aider à améliorer la qualité des logiciels. Donc, c'est une organisation, entre guillemets, non commerciale. Et du coup, son site web est une pépite, contient pas mal de choses, dont notamment, effectivement, une page qui est celle-ci. Et vous aurez le lien vers la mind map que j'utilise, avec tous les liens associés derrière, dans la description de cette vidéo, donc un petit peu plus bas. Et donc, ils ont une page spécifique liée à l'analyse de code statique. Et donc, effectivement, l'idée derrière tout ça, c'est de trouver toutes les choses qui ne sont pas bien faites. Laisser des secrets dans du code, utiliser les mauvaises opérations, etc., etc.
Et donc voilà, ils ont plein de bonnes documentations, mais effectivement dans cette page-là, vous avez toute une liste. Alors la liste est non exhaustive, hein, comme toujours, hein. On a aujourd'hui, en plus grâce à l'open source, on va dire que la limite des possibles est large. Donc la liste serait un peu compliquée, mais globalement, voilà, ils ont fait une liste qui contient pas mal de petites choses. Alors ça peut être des produits commerciaux comme des produits open source, et ça vous explique un petit peu ce que vous pouvez faire. Donc là encore, quand on va faire de l'analyse de code statique liée à tel ou tel langage, eh bien on va pas forcément utiliser les mêmes outils. Donc par exemple ici, on va prendre un exemple simple, Bandy, c'est un outil effectivement, un scanner de recherche de vulnérabilité, mais dans le monde Python. Au-dessus, ici, AppSuite, a priori, ça a l'air de traiter de tout ce qui est Android, etc. Donc là encore, en fonction du code que vous allez utiliser, eh bien, essayez de trouver l'outil le plus adéquat. Et donc ensuite, effectivement, une fois que vous avez trouvé ou testé plusieurs outils, eh bien, l'idée, c'est dans le pipeline, en fait, de lancer cette analyse avec les outils de scan. Donc là, vous voyez qu'il y en a encore d'autres exemples ici. Et à partir de là, effectivement, arrêter finalement le pipeline. Alors là encore, c'est une stratégie. Est-ce qu'on laisse faire l'ensemble des étapes du pipeline et à la fin, on lit le résultat et on se dit: «Ah ben non, finalement, on a laissé des problèmes du code et du code pas très sécurisé ici, on devrait l'améliorer», hein. Ou est-ce que, à contrario, on se dit: «Ben, le pipeline, dès qu'il va y avoir des choses qui commencent à être rouges et sur lesquelles donc il va falloir revenir faire du travail, est-ce qu'on arrête le pipeline au plus tôt, hein, et on se penche et donc on corrige le problème pour le relancer après?» Personnellement, j'avais envie de dire que si le pipeline devient un peu long, hein, et un peu compliqué, il vaut mieux arrêter le pipeline au plus tôt, parce qu'un pipeline qui s'exécute pour faire un résultat qui ne sera pas exploitable, parce que pas sécurisé, etc., etc., ça prend potentiellement du temps et de la ressource, et donc ça se paye en général. Donc l'idée, c'est d'arrêter le pipeline au plus tôt, pour vite voir en fait où est le problème et travailler dessus. Donc, il y a plein d'outils qui existent. Là encore, la liste sur le WASP est super, super intéressant. Il ne faut pas hésiter, effectivement, à encore aller faire un tour derrière et à relire un petit peu tout ça. Le NIST également est probablement un endroit qu'on devrait aller voir. Donc, c'est le National Institute of Security and Standards. C'est un organisme américain. Et donc, dans cet organisme américain, effectivement, là encore, on vous propose une autre liste. Alors, qu'on peut corréler avec beaucoup d'éléments, à mon avis, seront communs entre la liste de l'OWASP et la liste du NIST. Mais là encore, c'est un endroit où on peut trouver pas mal de choses assez intéressantes. Il ne faut pas hésiter à le voir. Et là encore, vous voyez qu'ici, en fonction des solutions, eh bien, on a un support plus ou moins important de langage. Des classiques qu'on connaît tous, dont on a entendu parler une fois ou un autre, les SonarQube, White Source, Black Duck. Là encore, c'est juste quelques-uns que j'ai ressortis derrière. Ce type de solution est assez classique aujourd'hui dans les organisations. Donc là encore, tournez-vous vers vos équipes de sécurité pour savoir s'il y a déjà des choix qui ont été faits. Et l'idée est là. Voilà. Donc, retenez que quand on va parler d'analyse de code statique, on est vraiment, l'outillage va travailler, entre guillemets, sur du code non compilé. Il va vraiment travailler avant la compilation du code. Et donc, pour le coup, il sait ce qu'on fait. Donc, c'est un peu différent d'un outil d'analyse qui, lui, essaierait de scanner en mode boîte noire un binaire et puis essaierait d'attaquer un binaire. Donc, une fois que l'analyse de code, le lint a été fait, et que, on va dire, on en est, a priori, il n'y a pas de souci, va arriver la phase dans le pipeline de la compilation. Donc là encore, tous les langages n'ont pas besoin d'être compilés, mais certains ont besoin effectivement d'être compilés, et généralement, on va récupérer derrière des binaires résultants. Et ces binaires, on va les publier sous la forme d'artefacts. Alors les artefacts, ça peut prendre plein de formes. Si on parle du monde des conteneurs, et c'est l'objectif de la vidéo, les conteneurs, ce sera généralement, les artefacts résultants qu'on utilisera plus tard, ce sera des images de conteneurs. Donc là, pour l'instant, ici, on n'est pas encore en train de parler du conteneur. On a vraiment pris un code d'un langage X, Y ou Z. Si ce code avait besoin d'être compilé, on le compile. Et puis, du coup, on stocke ça quelque part. Donc, on appelle ça un artefact. Et on le réutilisera après lors de la création de l'image du conteneur. On peut faire des tests fonctionnels et non fonctionnels sur du code, une fois qu'effectivement le code a été compilé, le code de l'application. Alors on va différencier les deux. Le test fonctionnel
est vraiment fait pour vérifier qu'en gros les fonctions qu'on a codées dans le logiciel fonctionnent, voilà, tout simplement, en gros comme c'était prévu. Donc il existe différents types de tests qu'on peut là encore du coup industrialiser dans un pipeline. Vous avez les tests de fumée, donc qui sont vraiment les fonctionnalités les plus basiques de l'application du service, le b.a.-ba. Donc là, c'est le test de fumée, c'est vraiment des choses qu'on pourrait faire simplement, par exemple, sur une application web avec un simple curl. Vérifier la réponse renvoyée effectivement sur une simple requête. On a les tests unitaires. Donc les tests unitaires, là, ça va vraiment plutôt tester les composants essentiels du programme ou les bibliothèques. Et vraiment, c'est une fonction, une méthode individuelle. Et ces tests unitaires, par exemple, là une illustration, on peut faire ces tests de qualité dans un pipeline de build, par exemple derrière. Et donc là, juste pour information, là ce sera dans les liens, je le rappelle, vous avez des cours sur Microsoft Learn qui vont vous expliquer comment faire ça avec une illustration ici qui est un pipeline avec Azure Pipeline, mais fondamentalement le principe serait le même avec d'autres solutions. Alors on parle également des tests d'intégration souvent. Donc les tests d'intégration, c'est bien, on a compilé un binaire, ou des composants. Maintenant, est-ce que ces composants vont continuer à bien fonctionner avec le reste des composants logiciels avec lesquels ils fonctionnent d'habituellement? Parce que c'est rare qu'on ait un composant qui soit complètement indépendant et qui fonctionne avec rien. Donc l'intégration, c'est vraiment en gros, est-ce que la nouvelle version de mon composant, de mon application, fonctionne avec les autres composants avec lesquels elle est censée travailler? Donc, exemple très simple, je rebuild par exemple la partie frontale de mon application. Est-ce que tout se passe toujours bien? Est-ce que la connexion avec la base de données dans le back-end ou le middle continue à bien fonctionner? Les tests de régression, là, ça va vous permettre de déterminer si le fait d'avoir modifié du code ou de la configuration va affecter en gros le comportement du logiciel, tout simplement. Et puis d'autres tests qu'on peut voir dans des pipelines, un peu moins dans la partie peut-être probablement container, c'est les tests d'interface utilisateur. Donc en gros, on vérifie le comportement de l'interface d'une application. Et si on parle d'Azure Pipeline, on peut faire ce genre de tests dans des pipelines, bien sûr, on parlera par exemple de Selenium qui est assez connu. Dans les autres tests, on a les tests non fonctionnels. Donc ça peut être des tests liés par exemple aux performances ou à la fiabilité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une application qui a été compilée, préparée, et puis on s'aperçoit finalement que la nouvelle version, elle a un énorme impact en termes de performance, elle est beaucoup moins performante, ou l'inverse. Et puis pareil, en termes de fiabilité, on va avoir des patterns pour la résilience derrière. Est-ce que ces patterns s'appliquent toujours, même dans la nouvelle version? Donc, si on parle des patterns de performance, on pourrait parler de tests de charge, et on pourrait imaginer par exemple des choses dans un pipeline avec du JMeter ou de l'Azure Pipeline. Alors au passage, si on est dans le monde du test de charge, on a également Azure Test Loading qui est un service managé qui notamment s'appuie sur JMeter et qui peut être, à mon avis, probablement appelé depuis Azure Pipeline. On pourrait imaginer dans les tests de fiabilité ou de résilience des tests liés au chaos. Donc, par exemple, de vérifier qu'une application, effectivement, telle qu'elle a été conçue, elle fonctionne bien en mode stateless et qu'elle s'est donc bien, par exemple, scalée à l'échelle avec un scaling horizontal. Et donc là encore, ça peut être des tests qui sont non fonctionnels, mais qu'on peut intégrer dans un pipeline. Donc vous voyez qu'on peut faire vraiment pas mal de choses en termes de testing. Et donc, à l'étape où on en est du pipeline, donc là je rappelle qu'on a fait ici le checkout du repo, on a fait l'analyse du code de l'application, on l'a compilé si on avait besoin, et ensuite on a testé l'application. Maintenant, c'est là où on va venir dans la partie, qui, entre guillemets, intéresse les gens qui font des containers, c'est-à-dire la création de l'image du conteneur. Donc il y a plein de moyens de créer une image de conteneur. Donc je rappelle qu'une image de conteneur, c'est quoi? C'est finalement le packaging d'une application avec ses dépendances. Donc une application, elle va avoir besoin effectivement d'un kernel. Ça va sans les containers. Le container ne fait que virtualiser le kernel du host. Et puis ensuite, il va y avoir des composants additionnels de type librairie, operating system qu'on va mettre dessus. On va mettre toutes les dépendances et puis à la fin, on va mettre effectivement dans le container également, on va mettre le code applicatif ou les binaires qu'on a compilés au préalable. Donc, il y a plein de façons de builder des images. Alors, sachez qu'on peut par exemple builder des images avec une Azure Container, avec l'Azure Container Registry. Donc l'Azure Container Registry, c'est une Docker Trusted Registry
as a service, qui est dans Azure, et qui permet également de faire des opérations de build. Alors, on pourrait déclencher effectivement le build directement depuis le pipeline, et c'est ce qu'on va voir juste après, mais on pourrait également directement le faire builder par un autre. Donc le pipeline pourrait appeler par exemple Azure Container Registry pour faire la partie build. Donc ça c'est assez intéressant, donc ça c'est très intéressant pour la partie effectivement framework patching des Docker containers. Là je le disais tout à l'heure, hein, c'est pourquoi on doit industrialiser ce genre d'opération. Simplement parce qu'effectivement, les différentes dépendances et layers qui sont utilisés dans un container, souvent ne viennent pas de la personne qui a développé l'application, mais il en a besoin, c'est une dépendance pour lui. Et du coup, ces éléments-là, il faut également régulièrement les patcher. Donc c'est des choses qu'on sait faire du coup dans l'Azure Container Registry, et donc on sait faire le déploiement et donc la création, le build de l'image directement en fait. Donc build et maintenance, c'est ça qui est pour moi important, build et maintenance des images de containers. Et donc on peut le faire après derrière, déclencher alors directement par une mise à jour du code source, sur une mise à jour de l'image, sur un schedule, ou on peut mettre ça dans un ensemble effectivement de tâches. Donc ça veut dire qu'on pourrait appeler directement depuis le pipeline, par exemple une ligne de commande en disant AZ, ACR, task, et lancer après, ou AZR ACR build, pardon, et builder directement en une ligne de commande le container depuis le pipeline. Si on est donc sur une solution de pipeline basée sur les workflows GitHub, il y a des actions qui ont été toutes faites, pour le coup, qui permettent de ne pas trop se poser de questions. Donc le build and push Docker image, vous aurez compris en fait que on vous package en fait dans une action GitHub les différentes opérations qu'on va devoir faire quand effectivement on doit builder une image. Donc globalement, le build d'une image, il va se faire avec la commande docker build qui va rechercher un fichier Dockerfile. Une fois que l'image est buildée, elle est buildée localement, donc elle va tourner localement dans le runner ou le host qui héberge le pipeline. Et puis l'étape d'après, c'est de taguer l'image et ensuite d'aller la pousser vers une registry. Donc toutes ces étapes-là, en fait, elles ont été packagées en fait dans cette action, en fait, tout simplement. Et donc effectivement, vous voyez qu'on a une action ici qui est relativement simple, qui dit Docker build and push. Et donc il va vous faire tout ça. Donc vous voyez qu'ici, en fait, on donne quelques informations. Après, on peut, en fonction des paramètres qu'on veut, on peut en rajouter d'autres. Mais là, typiquement, il va builder une image et puis il va la taguer en version latest. Donc là, on voit bien des choses qu'on va avoir dans la plupart des pipelines. La plupart des pipelines qui vont effectivement pousser des images de containers. On va souvent avoir la connexion, alors ici c'est le Docker Hub, mais la connexion à une Docker Trusted Registry, la plupart du temps, ou le Docker Hub public si on veut partager son image publiquement, ou une autre Docker Registry, on pourrait imaginer celle de GitHub ou d'autres. Et ensuite l'opération de build and push. Donc là ici on a une action qui est toute packagée, donc finalement on ne voit pas les différentes commandes qui sont passées derrière. En fonction des solutions que vous allez utiliser de pipeline, eh bien, vous avez déjà des actions prépackagées. Donc là, c'est la version dans les workflows GitHub. Dans les tasks d'Azure DevOps, on doit avoir l'équivalent, probablement la même chose chez GitLab et les autres fournisseurs de solutions de pipeline. Là encore, regardez toujours si l'action finalement est assez simplifiée dans le sens où elle n'a pas besoin, elle est faisable entre guillemets avec du scripting de type shell. Des fois, c'est peut-être plus intéressant d'écrire 3 lignes de code plutôt que d'en écrire ici par exemple 5. Donc on aurait pu résumer, je pense ici à mon avis, cette commande par un Docker build, Docker tag et Docker push, voilà, tout simplement. Donc là, je vous ai montré un exemple avec GitHub Action. Si on était dans Azure DevOps, ce serait assez similaire. Donc il y a des exemples qu'on fournit sur le site de Microsoft. Donc les builds des images, images de conteneurs Windows ou Linux, ça change rien. Mais vous remarquerez ici que globalement, la syntaxe reste du YAML et on est à peu près toujours sur la même chose. Donc les steps ici, vous voyez qu'il y a une step Docker qui a été fait qui va faire le build de l'image. Là, vous voyez que les paramètres sont un peu différents de ceux qu'on a vu tout à l'heure dans la partie GitHub, mais c'est toujours la même philosophie. On a besoin d'un repo, on va faire passer les commandes. Donc là, ici, ce sera les commandes Docker build. Donc on se doute qu'après, on fera une step, une tâche qui s'appellera Docker 2 avec la commande tag, et puis une autre après avec la commande push, tout simplement.
Donc je vais pas regarder, mais c'est probablement ça qu'on va avoir en dessous. On a le build, bah, ils l'ont pas mis plus loin. Voilà. On aurait pu directement faire un build aussi en ligne de commande comme ça, à la place d'utiliser une tâche qui s'appelle build. On pourrait, comme je disais, utiliser simplement du shell et puis lancer sa commande. Voilà, rien d'extraordinaire derrière. Alors, il y a des bonnes pratiques pour builder des images. Les bonnes pratiques sont disponibles bien entendu chez Docker, hein, parce que finalement, ils sont un peu à l'origine du format, on va dire. Et donc, dans les best practices pour builder des images, eh bien, il va y avoir la notion de security scan. Donc, on a vu tout à l'heure, on a parlé de scan de sécurité avec plein d'outils différents sur le code applicatif. Donc, c'est une analyse de code statique du code applicatif. Maintenant, quand on va builder l'image, on va venir rajouter des composants qui n'ont pas été développés par l'organisation, hein. On va venir rajouter des différentes layers de composants. Donc, on va avoir des choses liées à l'operating system, on va avoir des frameworks, etc., etc. Et là encore, tous ces éléments-là, ils ne sont pas managés directement par l'organisation, ils sont plutôt utilisés, mais du coup, ces choses-là, ils ont aussi leurs problématiques de sécurité, donc c'est important effectivement de les scanner. Donc dans un pipeline, lorsqu'on va faire une création d'image de conteneurs, il est important également de savoir en fait ce qu'il y a dans l'image au-delà du code qu'on va y apporter. Donc il y a des outils qui existent, il y en a plusieurs, on va en voir certains. Donc par exemple, de base, naturellement, dans Docker, en fait, vous avez la commande Docker scan. Donc Docker scan, elle s'appuie en fait sur une solution de Snyk. Et en fait, Docker scan va vous analyser si l'image ou les images depuis lesquelles vous construisez votre image de conteneur à vous finale contiennent ou pas des vulnérabilités. Donc là, on a un exemple, par exemple ici, de code retour sur un scan. On va dire, par exemple, s'il y a une CVE. Donc les CVE, c'est les Common Vulnerability, je ne sais plus la suite derrière, mais c'est événement. Une CVE, en gros, c'est l'identifiant unique lié à une vulnérabilité. Ça, c'est une normalisation qu'il y a derrière. Et donc à partir de là, on a le détail et on va pouvoir aller voir. Là, par exemple, ici, c'est probablement lié à une vulnérabilité qui a été trouvée dans FreeType. Donc là, à chaque fois, ça va être lié à une version. Donc là, par exemple, on vous dit, vous avez ces problèmes dans ces versions-là et ça a été fixé dans cette version-là. Voilà. Avec un niveau de sévérité. C'est important le niveau de sévérité derrière. Donc l'idée, c'est de builder des images de containers qui ne contiennent pas déjà des vulnérabilités, parce que ça veut dire que même si notre application a été bien testée, bien sécurisée, finalement, la base en dessous, elle n'est pas terrible. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est une première. Donc là encore, la documentation est intéressante à lire. Et puis, au-delà de cette commande Docker Scan, en fait, il existe plein d'outils qui vont permettre d'analyser les images de containers. Donc là, j'en ai pris 3. Ça fait partie des plus communs, mais il y en a d'autres, comme je l'ai dit. Le premier, effectivement, c'est Clair. Donc c'est un outil effectivement d'analyse statique des containers. Donc vous voyez qu'il y a eu pas mal de releases. Et donc Clair, effectivement, va vous permettre d'analyser les vulnérabilités dans des applications conteneurisées. Donc là, effectivement, format de conteneur, format OCI ou format Docker. Et donc l'outil est assez intéressant à utiliser. Voilà. Autre outil assez connu, donc on a Grip, fait par Encore. Donc là encore, scanner de vulnérabilité pour les file systems et les images de containers, donc il n'est pas limité qu'aux containers au passage. Et donc là, effectivement, l'idée c'est on donne l'image du container et puis il va la télécharger et puis il va l'analyser. Et ensuite, il va vous dire à l'intérieur, effectivement, s'il y a des vulnérabilités ou pas. Après, libre à vous d'exporter le format de retour de différentes manières. Mais pour le coup, en fait, l'outil va vous permettre comme ça de savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là, vous voyez qu'ils ont fait un beau petit travail. Et là, je vais le laisser tourner. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont capables de trouver des vulnérabilités dans les operating system package, c'est-à-dire en gros la couche de départ, hein, le from, et donc effectivement sur les distributions les plus classiques, y compris du distroless, qui est assez plutôt intéressant. Et après, l'outil, c'est également trouver des vulnérabilités, là encore liées à certains langages. Et donc, des langages qui ne sont pas tous forcément d'ailleurs compilés. Et donc, c'est intéressant à regarder cet outil qui est pas mal. Et le dernier, qui est fait par les équipes d'Aquasec, qui s'appelle Trivi, qu'on utilise d'ailleurs dans les actions GitHub sur la partie
DevSecOps chez Microsoft. Donc là encore, voilà, scanner pour les images de conteneurs, le file system et les Git repo. Alors là, on a même les Git repo, script pas mal. Donc là, on voit ici qu'on a des projets avec pas mal de monde qui travaille dessus. Et donc, l'idée, là encore, c'est de trouver effectivement les vulnérabilités, les dépendances utilisées. Là encore, d'exposer les CVE, voire on peut même aller jusqu'à la partie infrastructure as code et bien entendu la recherche d'informations sensibles et secrets. Qui n'a jamais vu une chaîne de connexion écrite en dur dans un code, hein, voilà. Voilà, donc ça, ce sont différentes solutions. Je vous encourage à regarder pour scanner vos images de containers. Et puis après, quand on crée des images de containers, il y a également des best practices pour écrire les Docker files qui sont utilisés pour faire le Docker build. Donc là encore, chez Docker, il y a des très bonnes pratiques qui vont vous expliquer un petit peu comment utiliser tout ça. Et donc c'est plutôt assez intéressant à lire. Une fois qu'on a notre image de container qui a été donc buildée, elle se retrouve donc localement dans le file system de l'agent de la solution de pipeline, eh bien il va falloir publier, pousser cette image de container, alors la taguer, et la pousser effectivement dans une container registry, donc un dépôt d'images. Donc là encore, la documentation de Docker va vous expliquer un petit peu comment on peut faire ça dans le cadre d'un contexte d'industrialisation, de CI/CD. Et donc là, vous aurez par exemple ici une explication de l'utilisation des GitHub Actions qui ont été packagés pour ça. Donc là, vous avez des exemples dans les pages de Docker qui vont vous expliquer tout le workflow à mettre en place, donc le pipeline à mettre en place pour faire ce genre de choses, comment ça va être déclenché, et ensuite les différentes opérations. Donc si on retrouve un petit peu ici en version simplifiée ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va commencer par un checkout pour récupérer le repo, on se connecte alors au Docker Hub ou à la Trusted Registry sur lequel on va pousser l'image. Là, on a le paramétrage du build, le build and push, et puis là, on donne ici effectivement le Dockerfile et éventuellement derrière les informations pour la partie tagging. Voilà. Donc là encore, on a beaucoup de documentation qui est faite là-dedans, et ça vaut le coup d'y jeter un œil. Comme je le disais, on peut pousser l'image, alors pas que le Docker Hub, on peut le pousser dans une Azure Container Registry. Et là encore, on a des illustrations, des bons exemples pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, pour pouvoir pousser dans une registry, quelle qu'il soit, de toute façon, il faudra se loguer la registry. Donc, si on faisait cette connexion directement dans le pipeline, on pourrait faire un AZ ACR login. Et puis ensuite, effectivement, on peut lancer tout ça. On peut créer des alias, on peut taguer effectivement l'image. Et ensuite, pour la pusher, c'est simplement un Docker push, rien d'extraordinaire derrière. Vous marquerez ici, comme on est sur une Azure Container Registry, ça se termine par azurecr.io. Voilà. Dans la documentation de GitHub également, on a des choses assez intéressantes, pour regarder comment on va pousser vers le Docker Hub ou vers GitHub Package. Pour le coup, en fait, dans GitHub, il y a également la possibilité en fait, de mettre sous la forme d'une image de container, son image de container, et de la rendre publique, comme on le ferait sur le Docker Hub, sauf que là, on est dans son environnement GitHub à soi. Et donc, ça s'appelle GitHub Package. Alors, je ne sais pas si ça va changer de nom d'ailleurs au passage depuis. Donc, vous avez toute l'explication pour aller pousser ça dans GitHub, dans GitHub Package. Mais là encore, on va retrouver globalement toujours le même déroulé, à savoir le checkout, se connecter à la container registry. Donc là, vous remarquerez ici, par exemple, la connexion à la container registry. Donc on utilise toujours une action toute packagée Docker login. Et là, on va faire passer ici, effectivement, le nom de sa registry, le username et le password, parce qu'ici, on est dans le cadre de GitHub. Et bien, ce sera le GitHub token qui vous servira de password pour aller se connecter à cette GitHub registry. GitHub, Et bien voilà, on a terminé en fait cette première vidéo donc de comment on crée en fait depuis du code qui est committé dans un repo, comment on arrive à avoir une image de container qui est publiée dans une registry GitHub, registry Docker Hub, Azure Container Registry ou n'importe quelle registry. Et on a vu donc les différentes étapes qu'on peut avoir effectivement pour faire en gros un pipeline. Libre à vous ensuite de choisir la solution de pipeline que vous voulez, mais globalement les étapes resteront toujours à peu près les mêmes.
à savoir le checkout du repo, l'analyse statique du code de votre application, la compilation, si nécessaire, de votre application, les tests fonctionnels et non fonctionnels, la création des images de conteneurs incluant les parties sécurité scan, et puis la publication de l'image dans une conteneur registrée. Voilà, je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ça vous a plu, vous avez le droit d'appuyer sur le bouton j'aime, le petit pouce, et puis sinon, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, il y aura également une vidéo assez similaire qui sera, elle, sur la partie release, donc pipeline de release. Merci, au revoir.